Ouais. C'est quoi la meilleure preuve qu'on puisse apporter à soi-même? Son amour-propre. Prouver que, en fait, on a de la reconnaissance envers qui on est, qu'on soit le petit enfant qu'on était et l'adulte qu'on est devenu. Se dire que on n'a jamais fait de mal. Et le soir, s'endormir en se disant, bah, je suis content parce que j'ai passé une bonne journée, mais surtout parce que j'ai fait du mal à personne et j'ai volé personne. Pour moi, c'est ça le plus gratifiant. Et bah, forcément, si tu fais pas de mal, tu peux, enfin, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais tu ne peux que, entre guillemets, t'aimer. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Moins on ferait de mal, plus on s'aimerait? Ouais, c'est un peu ça l'idée. Tu peux pas t'en vouloir de n'avoir fait, entre guillemets, que du bien, ou du moins de ne pas avoir fait de mal. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Si tu sais pas faire de bien, ne fais pas de mal. C'est-à-dire, ça peut nous arriver de faire du mal malgré soi. Oui, bien sûr. Je pense que des fois, intentionnellement, tu sais pas forcément que tu fais du mal, ou que tu blesses une autre personne, ou que tu blesses ton prochain. Et après, je sais pas si tu t'en rends toujours compte, mais dans tous les cas, si tu sens que tu fais du mal, abstiens-toi ou fais le bien quand tu peux le faire. Quelle est la chose la plus blessante qu'on puisse faire à quelqu'un? Selon moi, c'est à une période où on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, d'harcèlement tout court, c'est blesser quelqu'un dans son amour-propre, dans ce qu'il est vraiment. Parce que tu vois, pour moi, on est tous l'enfant de quelqu'un, le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Donc on a forcément grandi avec des croyances, avec une certaine culture. Et tu peux pas attaquer la personne pour ce qu'elle est, pour son physique ou pour ses croyances, alors que depuis toute petite, elle a vécu comme ça en fait. Et pour moi, la pire chose, c'est d'attaquer une personne directement pour ce qu'elle est, et sans forcément comprendre tout ce par quoi elle est passée au préalable. S'aimer soi-même, Mm. c'est compliqué. C'est compliqué. Après, on est une génération où les réseaux sociaux sont omniprésents et on a le culte de la personnalité, où limite on te dit, ben, tu fais un selfie, tu le postes parce que tu t'aimes, t'es le plus beau, t'es ceci, t'es cela. Mais je trouve que paradoxalement, quand t'es en dialogue avec toi-même, ça prend du temps et il faut accepter qu'on ait des défauts, mais qu'on ait aussi des qualités. Et du coup, il faut que tu t'acceptes avec ces deux parts de toi-même. Et voilà. Mais ça prend du temps, oui. Comment accepter deux parts de soi qui sont en opposition? Comment accepter deux parts de ça? Je pense que tu vis avec au quotidien, en fait. T'as des côtés positifs, des côtés négatifs. T'essayes de contrôler le négatif pour être la meilleure personne, la meilleure version de toi, au final. Et dévoiler cette part d'être la meilleure personne et effacer, entre guillemets, même si elle est hyper intrinsèque, cette partie mauvaise, ou du moins les défauts que t'as en toi. Et du coup, de t'accepter... désolée parce qu'elle est klaxon, mais du coup, et de t'accepter en montrant toujours le meilleur de toi, ou du moins en essayant toujours de te lever, en te disant aujourd'hui je vais devenir une meilleure version. J'ai complètement conscience de mes défauts, mais aujourd'hui j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, et avec les gens et avec moi-même. Comment avoir pleinement conscience de tous ces défauts? Les accepter, en être conscient. Des fois, je pense que c'est bien d'être seul avec soi et de se dire je sais que je suis comme ça et je suis un peu comme si tu t'observais un peu de loin. C'est très bizarre ce que je dis, mais et de se dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ça et il y a ça qui m'a pas plu. Enfin, tu revois ta journée, tu vois comment tu t'es comporté, ou peut-être avec tes proches, et tu dis il y a ça, ça, ça et ça qui va pas, et tu te dis bah demain il faut que j'évite d'être comme ça, comme ça, comme ça. Quand on se rend compte que ça va pas dans sa propre vie, Mm-hmm. comment on fait pour se sortir de là? Si ton entourage te le permet, je pense qu'il faut pas que ce soit mal, aïb en arabe du coup, surtout que dans nos cultures, on n'a pas forcément l'habitude d'accepter le mauvais, ou d'accepter d'aller parler à un spécialiste ou de parler à son entourage, parce que on a toujours peur, on a dit que hashma, de se dire que on va du regard de l'autre. Et au contraire, je trouve que justement, les personnes qui nous entourent
notre entourage, notre famille, nos amis sont les meilleures personnes pour nous recorriger, nous remettre sur, entre guillemets, le droit chemin et de ne pas, de demander du feedback aux gens et de leur dire, voilà, il y a ça, ça, ça qui va pas, à ton avis, où est le problème? Toi qui me connais bien, qu'est-ce qui va pas et comment je peux m'améliorer là-dessus? À ton avis, il est où ton problème? Oh, moi, mon problème personnellement, très tête dure. Et c'est un gros problème. Je n'écoute que ce que ma tête me dit ou ce que des personnes très très proches de moi peuvent me dire parce que je sais que ça sera toujours très bienveillant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses que tu n'écoutes pas? Ouais. Comme quoi, par exemple? Par exemple, quand je voulais rentrer en Algérie, beaucoup de personnes m'ont dit t'es folle. L'Algérie, c'est pas un pays dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, c'est instable, etc. Et en fait, si tu veux, j'ai écouté que moi. Enfin, j'ai écouté mes parents qui ont encouragé justement mes choix. Et heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que si eux, ils étaient contre cette décision, peut-être que je serais jamais revenue en Algérie. Mais tu vois, aujourd'hui, ça fait un petit moment que je suis. Et au final, je regrette pas de m'être écoutée. Et ce défaut d'être très tête dure, m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais et me permet de vivre pleinement mon expérience. Revenir en Algérie, c'était une fuite de la France ou un appel de l'Algérie? Un appel de l'Algérie. Un appel de me dire comment je peux contribuer, comment je peux apporter ma valeur ajoutée à mon pays d'origine. La France m'a donné une éducation, bon mes parents bien sûr, mais je veux dire, je suis née, j'ai grandi en France. Et jusqu'à présent, je pense que ce que je suis, c'est grâce aussi à la France, mais aussi grâce à ma culture algérienne. Mais j'avais cet appel de me dire comment je peux aider mon pays, comment nous, les enfants de l'Algérie, on peut aider notre pays d'origine. Ça apporte quoi la culture algérienne quand on est français? C'est une richesse. C'est une richesse de pouvoir avoir une culture qui est diamétralement opposée à celle de l'Europe. Donc une culture maghrébine, africaine, arabe même si et berbère aussi, parce l'Algérie c'est un melting pot de toutes ces cultures et en même temps de vivre à l'européenne et ces deux parties, comme les qualités et les défauts, qui font intrinsèquement partie de toi. C'est quoi que tu apprécies le plus dans cette culture algérienne? L'hospitalité, la gentillesse, la religion. Enfin, t'as ce fort sentiment d'appartenance, tes terres, parce que c'est tes terres natales, et même si c'est pas les tiennes, ça reste celle de tes grands-parents, de tes parents, de tes aïeux. Voilà. Comment on fait pour trouver sa place? En Algérie ou en général? Dans la vie? Dans la vie. Je pense que, moi j'aime beaucoup dire, il faut trouver son why interne. En fait, ta mission de vie. Et je me suis longtemps posé ma question, quel était mon but sur cette terre et sur cette vie. Je me suis souvent posé des questions en me disant, quelle est ma place? Où est ma place? Qu'est-ce que je peux apporter tout au long de ma vie? Et je pense qu'il faut beaucoup se poser des questions à soi-même. Pour comprendre justement où tu veux aller. Et justement, on dit beaucoup pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Et je pense que c'est très vrai. Ça voudrait dire que tant qu'on ne sait pas d'où est-ce que l'on vient, ça restera toujours abstrait où est-ce que l'on veut aller? Pas forcément, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont fait leur bout de chemin en étant sans savoir forcément d'où ils venaient et qui ont très bien réussi. Mais je pense que ça aide énormément. Et que ça te permet d'avoir... si tu veux, c'est un peu comme un arbre avec ses racines. Tu sais exactement à quelle terre tu appartiens et un petit peu naïvement, tu te dis c'est peut-être à cette terre que je dois retourner. Du coup, ça apporte quoi de savoir que tu viens de cette terre? Un fort sentiment d'appartenance et un fort sentiment de... Je vais pas dire... Enfin, c'est un peu comme si tu te sentais redevable envers cette terre parce que tu te dis, sans mes aïeux et sans toutes ces personnes, ça fait aussi ce que je suis aujourd'hui. Et tu te dis, je dois à mon tour rendre l'appareil et voilà. En quoi ils nous ont aidés à devenir qui l'on est, nos aïeux? Je pense que ce soit
explicitement ou implicitement, ils nous ont apporté, que ce soit implicitement ou explicitement, moi, tu vois, ma grand-mère, elle m'a énormément influencée tout au long de ma vie. Et elle a été un personnage hyper important dans ma vie. Et elle vivait en Algérie. Et donc, j'ai passé tous mes étés avec elle, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis revenue, c'est un peu grâce à elle. C'est un peu par tout ce patrimoine qu'elle m'a légué, patrimoine intellectuel ou pas physique en tout cas, enfin, pas matériel. Et je pense que quand tu es tout petit et que tu vis tout le temps comme ça, bah inconsciemment ça te joue sur le moral et sur la personne que tu vas devenir quand t'es plus âgé, enfin quand tu deviens adulte. Donc elle t'aurait laissé quoi ta grand-mère? Bah un héritage culturel, un patrimoine culturel. Tu vois, aujourd'hui j'ai lancé ma propre marque de cosmétiques et ma grand-mère elle avait un bain mort, elle avait un hammam. Donc depuis toute petite, je voyais les femmes dans ce hammam prendre soin de soi, d'elle en tout cas. Donc je passais tous mes étés comme beaucoup de gens qui sont nés en France et qui viennent passer leurs étés en Algérie et je voyais comment les femmes prenaient soin d'elles, etc. Et tu vois, implicitement, jamais je me suis dit un jour je vais avoir ma propre marque de cosmétiques, mais je pense que ça te suit, ça t'influence. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, prendre soin du monde qui nous entoure, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai une vocation pas forcément de prendre que soin de soi, mais aussi de prendre soin de notre pays, que ce soit d'un point de vue écologique, prendre soin de notre santé, mais celle de notre entourage. Donc je propose des produits qui sont sains, qui sont naturels, et en même temps c'est aussi un retour à soi. Je propose des produits qui sont inspirés par les rituels de beauté algériens. Et je pense que c'est clairement mon influence d'avoir vu ces femmes toute ma vie, enfin toute ma jeunesse en tout cas, prendre soin d'elles. Du coup, ça voudrait dire quoi selon toi, prendre soin de soi? Tu prends soin de toi, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu prends soin de soi de ton apparence, ok, parce qu'on est dans un monde où malheureusement l'apparence compte beaucoup, mais en même temps tu dois prendre soin de toi à l'intérieur. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu te mets sur le corps. Et tu vois, aujourd'hui, moi, c'est un peu ce que je propose de dire aux gens, faites attention à ce que vous mettez et ce que vous prenez, que vous mettez sur votre corps, sur vos cheveux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers, il y a des personnes qui sont infertiles, on est entouré de perturbateurs endocriniens, donc prenez soin de vous, prenez soin de ce corps qui vous habite tous les jours et voilà. Ça représente quoi le corps dans la vie d'un humain? Ça te supporte quand même tous les jours. Donc tu dois prendre soin de toi. Tu prends soin de ce corps qui t'habite, enfin que tu habites en tant qu'âme. Et tu prends soin autant de l'âme c'est très philosophique quand même ce que tu m'as amené comme réflexion. Tu prends soin de l'âme dans laquelle tu habites, mais du corps dans lequel tu vis et qui va te suivre toute ta vie, de ta naissance à ta mort. Donc en prenant soin de son corps, on peut prendre soin de son cœur et de son âme? Complètement. Ouais, tu fais attention à toi, tu fais attention à comment tu t'alimentes. Tu vas peut-être faire du sport parce que ça va te rendre bien, ça va te rendre heureux. Tu fais attention, là, en l'occurrence, je dis ça parce que j'ai baigné dans les cosmétiques, mais à ce que tu t'appliques, parce que ça peut avoir un effet sur toi, sur ta peau, sur ton mindset, sur plein de choses. Donc oui, bien sûr, c'est hyper important. Alors, question ultra perchée, hein, ouais. Une âme, elle a besoin de quoi pour être bien? D'être nourrie. D'accord. Et que ce soit nourri spirituellement, intellectuellement, et pour le coup, le corps physiquement aussi. T'as besoin de manger tous les jours pour vivre. T'as besoin de boire. Et tu vois, nous par exemple, on fait le ramadan et on se nourrit d'une autre manière que par le fait on nourrit plus son corps, on nourrit son âme. Donc tu te nourris spirituellement, tu te nourris par des lectures intellectuelles. C'est tout un cheminement. C'est quoi la nourriture d'une âme? Ça mange quoi une âme? Tout ce qui t'entoure en fait. Les gens au quotidien t'apportent, ils te nourrissent de par leurs réflexions, ils te nourrissent de par leur passé, par leur vécu. Moi, tous les jours en Algérie, on me nourrit. Tous les jours, je rigole parce que je vois des scènes qui sont improbables auxquelles j'avais. Mais tu vois, ça me nourrit, ça m'inspire, ça me donne de la créativité. Et en même temps, ça te permet aussi de te reposer des questions envers toi-même. Tu te dis, mais j'ai vu ça aujourd'hui. Est-ce que ce que je fais, du coup, c'est bien? Est-ce que c'est culturellement accepté? Est-ce que tu as un exemple de scène justement en Algérie qui a nourri ton âme et qui était un peu improbable? Tous les jours. Première qui te vient en tête là. Tu vois, quand j'ai fait le tournage du spot de la marque, il y a un jeune
qui a été enlacé un éboueur et qui lui a dit en arabe merci de nettoyer notre pays. Et en fait, jusqu'à présent, je pensais pas que les gens avaient atteint un tel degré de. Enfin, c'est pas une scène que tu verras en France, par exemple. J'ai jamais vu un jeune remercier un éboueur parce qu'il fait son travail. Et ouais, je me suis dit, bah pourquoi moi je le ferais pas, tu vois? Pourquoi moi j'irais pas tous les jours quand je vois quelqu'un qui ramasse les déchets, lui dire bah merci pour ce que tu fais parce que tu prends soin de. On revient à cette tu prends soin de notre pays, tu prends soin de la planète. C'est puissant. T'as vu d'autres scènes comme ça? Bah, tu vois, j'ai vu des gens très très pauvres en Algérie qui te donnent tout, mais qui n'ont rien. Du côté de Mostaganem, une fois, à Capéville, j'ai partagé. Donc il y a une famille qui a rien. Ils vivent dans une petite baraque au-dessus d'une dune qui donne sur la mer, et ils avaient un poisson que leur père avait pêché, et la maman elle a insisté, elle m'a dit non, tu viens et tu manges. Ils étaient 5-6 enfants. En fait, ils ont rien. Et tu te dis, nous, limite en Europe, des fois, on a tout, mais on partage pas autant avec l'autre et encore moins avec le nécessiteux. Qu'est-ce qui les amène, selon toi, à partager autant? On en revient un peu à ce que je disais au début, mais tu vois, en Algérie, les gens sont quand même hyper hospitaliers. Peut-être qu'en Europe, on a oublié le retour à soi, à ce qu'on est réellement. Et en Algérie, on prend pas mal soin de l'autre. On veut absolument aider son prochain et faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il se sente chez lui. Et c'est peut-être pour ça qu'en Algérie, je me sens aussi doublement chez moi. Parce que les gens t'accueillent à bras ouverts et font en sorte que même si t'es chez eux, tu te sens chez toi. Tu as parlé de revenir à qui l'on est vraiment. Qui est-ce que tu es vraiment? C'est une question très philosophique. Après, tu as plusieurs manières de te présenter. Aujourd'hui, Première chose qui vient en tête, qui est-ce que tu es vraiment? Je suis une jeune femme, c'est important de le dire, qui est issue de 2 cultures. Donc je suis franco-algérienne. Et aujourd'hui, j'ai entrepris en Algérie. Et donc voilà, jeune femme entrepreneuse franco-algérienne. Quelle est la seule chose que tu voudrais qu'on se rappelle de toi? Que j'ai pas fait de mal dans ma vie. Et que j'ai apporté une valeur ajoutée à mon pays d'origine. Merci à toi. Je t'en prie, merci.